Aujourd'hui, Exploration Planète nous entraîne sur les traces de civilisations disparues. Nous nous dirigeons tout d'abord en Égypte, où Salima Ikram du musée du Caire travaille sur un étonnant domaine de recherche, les momies d'animaux. Dans l'immensité de ce désert égyptien est née l'une des plus fascinantes et mystérieuses sociétés humaines, la civilisation pharaonique. Depuis le légendaire Ménès jusqu'au règne des Ptolémées, pendant plus de 3000 ans, 30 dynasties se sont succédées. Près de la première pyramide à degrés de Saqqara, destinée au roi Djoser, antérieure aux pyramides de Gizeh, ont été mises à jour les premières tombes de la civilisation égyptienne. Ces nécropoles de pharaons et de princes sont aussi les sanctuaires des dieux, où l'éternité se conjugue au présent. Face aux dangers qui menacent l'Égypte ancienne, les dieux sont les maîtres de l'équilibre du monde. Les pharaons et les rois sont les garants du pouvoir divin sur terre. À leur tour, ils règnent en maîtres. À la fin de l'Ancien Empire, ils construisent des temples aux dimensions surhumaines et délaissent les pyramides. L'Égypte, ancienne ou moderne, c'est aussi et surtout le Nil. Le Nil, ce fleuve sacré, chemin vers l'au-delà, est aussi source de vie. Le Caire, 16 millions d'habitants, est devenu l'un des plus grands centres du monde musulman. Fondée au Xe siècle par les califes fatimides, la capitale de l'Égypte, la mer du monde comme on la surnomme, a toujours été un gigantesque carrefour commercial. Route vers l'Orient, route de la soie et des épices. La ville aux 1000 minarets est aussi une cité aux 1000 visages. Dans le vieux Caire, au détour des rues étroites, subsistent un monde et des traditions que l'on imaginait à jamais révolues. Au cœur de cette métropole, en perpétuelle effervescence, les vestiges et les trésors de l'Égypte ancienne sont aujourd'hui préservés et constituent un témoignage vivant pour l'humanité. Le musée égyptien du Caire compte aujourd'hui plus de 120 000 objets et des spécimens d'un type un peu particulier, les momies d'animaux retrouvées dans les tombes. Malheureusement, au XIXe siècle, bon nombre d'entre elles furent expédiées par bateau en Europe pour servir d'engrais. Face à la recrudescence des maladies, le procédé a vite été abandonné. Aujourd'hui, au laboratoire du musée, Salima Ikram, archéologue, les étudie et cherche à comprendre leurs fonctions dans la civilisation pharaonique. Voici une momie qui peut être celle d'un ibis ou celle d'un faucon. Quand on voit une forme comme celle-ci, on peut tout de suite penser qu'il s'agit d'un faucon ou d'une autre espèce d'oiseau. Cette momie est très intéressante, car elle est complètement enveloppée dans des bandelettes. Il est aussi très instructif de regarder au rayon X ce qu'elle contient. Et cet ibis a été placé comme s'il était en position assise. Les griffes sont ici, et là on voit les ailes et les pattes. Ceci, c'est la tête avec un bec qui apparaît là. Puis ici, les vertèbres, et là, la partie pubienne. C'est une très belle momie. C'est un très joli petit veau que nous avons là. Habituellement, il est momifié avec sa chair. Mais si vous regardez ici,
Vous ne voyez que son os. La chair a été retirée, peut-être pour être mangée, ou bien pour être mise dans une solution saline. Sa pâte est clairement visible. On peut également voir de la résine, ce qui signifie qu'elle a été peinte après que la chair ait été retirée. Ici, nous avons les éléments de sa tête qui sont reconstitués dans le détail, proprement, aussi bien que les petites bandelettes. Les bandelettes étaient posées selon un certain style, mais on ne peut plus le voir parce qu'elles sont tombées. À ce jour, il est toujours difficile d'expliquer le processus utilisé pour la momification des animaux. Les techniques apparaissent semblables à celles pratiquées pour les momies humaines, bien qu'elles aient évolué au cours des dynasties. Les Égyptiens croyaient en une existence dans l'au-delà et tenaient à préserver l'intégrité du corps pour cette nouvelle vie. Quelques jours après la mort, les embaumeurs extrayaient les viscères en pratiquant une incision sur le côté de l'abdomen. Le cœur, siège des sentiments et de la conscience, était laissé en place. Le cerveau était retiré par les narines et remplacé par de la résine. Ainsi préparé, le corps était couvert de natron pour le déshydrater, puis lavé avec les eaux du Nil. La momie, enduite d'huile et d'onguent, était prête pour le grand voyage. Sous le Nouvel Empire a existé un prince d'Égypte qui avait un chat auquel il était très attaché. Ce chat faisait partie de ses proches. Il y avait aussi un homme très attaché à son chien. Lorsqu'il est mort, il a été enterré au pied de son maître. C'est très touchant car les Égyptiens aimaient beaucoup leurs animaux. Le second type de momie d'animaux que nous avons servait de nourriture aux défunts. Dans sa tombe, Toutankhamon avait plus de 48 boîtes contenant de la nourriture. Cela pouvait être un veau découpé ou d'autres animaux. Vous pouviez trouver de la viande cuite comme des canards ou des pigeons. Elle était mise dans des cercueils et placée dans les tombes. C'est très intéressant car cela montre que les Égyptiens croyaient que lorsque vous partiez pour l'au-delà, vous deviez tout avoir avec vous, y compris de la très bonne nourriture. Cette pièce trouvée dans une tombe est de la viande momifiée. Nous avons quelques morceaux dans cette boîte. Bien que celle-ci ne soit pas passée au rayon X, de par la forme, je pense qu'il s'agit de la partie dorsale d'un veau. C'est un très bel exemplaire de momie qui est très sophistiqué car dessus, vous avez le dessin de ce qui pourrait être un lieu saint. Ce symbole religieux est très beau. En le passant au rayon X, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un babouin, mais d'un ibis. Une des suggestions que l'on pourrait faire serait de dire que cette momie servait lors de processions à travers la ville. Les gens venaient faire des offrandes et poser des questions. Si l'on entendait un bruit qui semblait provenir de la momie, les prêtres l'interprétaient comme un oracle. C'est comme si cette image, posée sur la momie, était une sorte d'autel pour les oracles. L'abondance des représentations animales est tout aussi intéressante pour sa valeur artistique que pour attester de l'importance des animaux dans la civilisation égyptienne. Quand les pèlerins se rendaient sur les lieux saints et voulaient faire des offrandes à un dieu,
il devait offrir une momie contenant une prière. Puis elle était placée dans les catacombes. Et là, pour l'éternité, elle pouvait être entendue par les dieux. Ce sont des momies votives et on peut en trouver de plus ou moins belles en fonction de la richesse du pèlerin. La dernière catégorie de momies d'animaux que nous connaissons est celle des animaux sacrés, comme par exemple le taureau Apis. Ce sont des animaux que les Égyptiens considéraient comme étant habités par l'esprit divin. Ces dieux vivaient donc à l'intérieur des animaux. Et donc, ces animaux étaient vénérés par les Égyptiens comme s'ils étaient des dieux sur terre. Voici une pièce particulièrement intéressante parce qu'elle est dédiée au dieu Anubis. Sur le dessus, vous voyez Anubis ici et là. Anubis était en fait un dieu chacal, c'est ce que nous pensons. Mais si l'on regarde bien, on peut penser que c'était peut-être un chien. Et l'un des aspects importants de ce projet, c'est qu'en examinant au rayon X ces momies sacrées du dieu Anubis, on arrivera peut-être à déterminer si les Égyptiens pensaient qu'Anubis était un chien ou bien un chacal. S'il s'avère que c'était une momie de chacal, nous saurons qu'Anubis était un chacal. Mais s'il s'avère que c'est un chien et que les autres momies sont aussi des chiens, alors peut-être qu'Anubis était une sorte d'amalgame de plusieurs canidés différents, une sorte de super canidé. Anubis, dieu à tête de chacal, officie lors de l'embaumement du défunt. Après la cérémonie, Anubis le guide sur les chemins de l'au-delà. Au cours de son périlleux voyage, parfois accompagné de son épouse, le défunt est présenté aux dieux. Les actes de sa vie terrestre sont alors jugés. Sa connaissance comme ses sentiments sont éprouvés. Si son cœur est juste, le défunt devient un Osiris vivant. Reconnu par les dieux, les portes de l'éternité lui sont alors ouvertes. Ô Osiris le roi, tu es parti, tu reviendras. Tu as dormi, tu t'éveilleras. Tu abordes au rivage de l'au-delà, mais tu vis. Partons maintenant au Pérou pour découvrir les richesses d'une civilisation jusqu'alors inconnue, les Moche. Il y a 10 000 ans, les premiers habitants du Pérou seraient venus d'Asie. Pour beaucoup d'entre nous, l'histoire du Pérou se confond avec la chute de l'Empire Inca, vaincu par les armées espagnoles de Pizarro en 1532. Pourtant, entre ces deux dates, une multitude de cultures se sont succédées avant de donner naissance au Pérou d'aujourd'hui. Cet héritage multiséculaire est le fruit d'un complexe métissage ethnique. Pour comprendre cette richesse, il faut remonter le temps à la découverte de l'une des origines du Pérou. À 500 km au nord de Lima, par la route panaméricaine, une zone désertique longe la côte du Pacifique. 1200 ans avant les Incas, au milieu de cet univers aride, une civilisation a réussi à s'accorder les faveurs de Pachamama, la terre-mère, la civilisation Moche. Mais qui étaient les Moche ? Parmi les premières traces qu'il nous ait laissées se dressent d'étranges pyramides, comme la Huaca del Sol et la Huaca de la Luna, construites en briques d'adobe, un mélange d'eau, de terre crue et de paille, séchée au soleil.
Ces édifices sont considérés comme les plus grands jamais découverts sur tout le continent sud-américain. Depuis plus de 10 ans, ouvriers et archéologues tentent de faire ressurgir les vestiges de cette civilisation disparue. Cachées derrière plus de 3 superpositions de briques, des fresques murales apparaissent. Ces peintures ornaient sans doute l'un des murs d'enceinte d'une pyramide ou d'un temple. L'art mural est l'un des premiers modes d'expression de la société Moche. L'ocre et le rouge sont les couleurs dominantes utilisées dans cet art. Ces sculptures en argile, fragilisées par le temps, peuvent s'effondrer à tout moment. L'urgence des archéologues est de sauver la fresque originale. Le but est de conserver et non de restaurer ces bas-reliefs grâce à l'utilisation de matériaux traditionnels et de méthodes artisanales, l'eau, le ciment et la colle. Este sí no entra. 2000 ans après sa création, cette fresque nous invite au voyage vers un monde imaginaire, hanté par les démons. La céramique Moche nous raconte l'histoire de ce peuple. À travers elle se transmettent les légendes. Alors que le Seigneur est mort dans les bras de ses épouses, le grand prêtre est là pour introniser le nouveau prince. Pour ce nouveau règne, la terre doit être fertilisée par des sacrifices humains. Les prisonniers sont là, certains ligotés, les mains attachées dans le dos. Le prêtre guerrier est prêt à officier. Son gourdin frappe, fracassant le crâne du premier sacrifié. Un autre a le visage écorché, des lèvres, du nez, des yeux arrachés, jaillit le sang qui va régénérer la terre. En 1987, Walter Alva est le premier scientifique à pénétrer dans le sanctuaire inviolé d'un grand prêtre guerrier, baptisé le Seigneur de Sipane. Après un an de fouilles et de lutte acharnée contre les pilleurs de tombes, l'archéologue péruvien découvre là l'un des trésors archéologiques les plus importants de ce siècle, avec celui de la tombe de Toutankhamon. Outre son costume mortuaire, le seigneur portait boucles d'oreilles et bracelets de turquoise, colliers d'or et d'argent et sceptre ouvragé. Pendant que les prêtres préparent le royal défunt, des bourreaux sacrifient selon la coutume 2 de ses femmes, 2 guerriers de sa garde personnelle et un gardien à qui l'on a coupé les pieds afin qu'il reste fidèle à son poste. Sous le corps du seigneur de Sipane sont posés un lama et un chien, victimes du même sort. À Trujillo, au pied de la pyramide du Soleil, les Moche se sont employés à détourner les rivières descendues des Andes, à creuser des canaux pour fertiliser cette vallée désertique, à cultiver le maïs ou la pomme de terre et à bâtir des cités. Organisée en quartiers, cette ville de 35 000 habitants abritait pêcheurs,
agriculteurs, tisserands, orfèvres et potiers. Sur le site de la Huaca de la Luna, les archéologues continuent les fouilles. Claude Chauchat travaille plus particulièrement sur la signification des poteries. Il y a plusieurs poteries de cette forme qu'on appelle ici des floreros, des vases à fleurs ou on pourrait dire des compotiers. Et il y en a 3 ici qui ont des dessins de poissons. C'est un poisson qu'on appelle le pez borracho, ou tramboyo, et qui est considéré comme rendant un peu ivre quand on le mange sans le préparer spécialement. Il était peut-être pris pour certaines occasions, justement à cause de ses propriétés. Par exemple, par des chamans qui voulaient se mettre dans un état second, des choses comme ça. On a beaucoup d'indices, de pratiques de ce genre dans la culture moche. Étant donné que c'est une société sans écriture, il faut essayer de retrouver la manière dont ces gens vivaient et ce qu'ils pensaient, leur idéologie, leur société, et leur culture, leur religion, à travers les figurations qu'ils nous ont données. Et c'est ça, effectivement, qui est très difficile parce qu'on n'a pas d'éléments très sûrs pour nous guider. Par exemple, il y a une tombe qui a été trouvée dans un atelier de potier, un peu plus loin dans la plaine, où apparemment le potier a été enterré au milieu de sa production. Eh bien, on a ici une figuration qui lui ressemble beaucoup, c'est-à-dire qu'on a que ce personnage, il a à la main un petit vase et il a exactement le même type de vêtements que l'on retrouve dans les figurations de cette tombe de potier, qui peut-être représentait le potier lui-même. De nos jours, cet art figuratif continue d'inspirer les créateurs. Julio Urbina, un maître potier, utilise toujours les techniques de fabrication des moches. Les moches furent de très grands artistes qui parvinrent à un point avancé de la stylisation. Un animal ou un dieu était identifié juste par un petit signe. Par exemple, pour représenter un puma, il faisait simplement la patte. Pour représenter un aigle, l'œil. Pour un serpent, les crocs. Les moches utilisaient des moules pour faire leur céramique. Ils furent les premiers inventeurs des moules. Ils faisaient d'abord une sculpture, comme celle-ci. Et puis, ils en tiraient un moule, comme celui-là, c'est-à-dire pratiquement un négatif de la tête. Ils enduisaient les 2 parties du moule de boue argileuse, et puis ensuite ils les collaient, et ils reconstituaient ainsi la céramique complète. Les moches fabriquaient ainsi une grande quantité de céramique en série. Ils furent pour moi les plus grands artistes qui ont existé. Tout ce qui se fait dans l'art actuel a été inventé par les moches, il y a 2000 ans. Tous les styles, sauf un, qu'ils n'ont pas pu égaler ou imiter. Et ce style, c'est l'art de Salvador Dali, parce qu'il était un peu fou. Une légende locale raconte que le peuple moche serait arrivé par la mer, chevauchant sur les flots déchaînés leurs caballitos de roseau. À Huanchaco, un petit port situé à 10 km de Trujillo, la population continue de pratiquer la pêche d'une façon traditionnelle comme leurs ancêtres les moches. Depuis 2000 ans, le rituel reste inchangé. Chaque jour, une petite armada de caballitos accoste sur la plage.
Dans leurs entrailles de paille tressée, ils portent les richesses à partager entre les membres de la communauté. Les descendants des Moche, dès leur plus jeune âge, apprennent à construire ces frêles destriers des mers, perpétuant ainsi cette tradition multiséculaire. Comment une civilisation aussi florissante a-t-elle pu disparaître ? Ironie de l'histoire, après avoir maîtrisé les eaux descendues des Andes, les Moche auraient été engloutis par les flots.